Salut les boys, bienvenue dans un spécial MLCFR We're Still Alive. Écoutez, sans farce, je voulais m'excuser au nom de moi et Ledge pour l'absence de MLCFR cette année, en ce début de saison. C'est une tradition depuis bientôt 10 ans, donc pour ne pas dire ça fait 9 ans que nous faisons les MLCFR. Et ce, à chaque année, excepté une année, je crois, pour l'an 3 ou 4, où on avait eu un problème technique qui nous avait empêché de faire l'émission. Mais cette année, c'est vraiment un problème de temps. En raison, je dois le dire, de mon mariage. Donc, ça a été impossible de le faire, étant donné que le mariage donnait à peu près en même temps que le début de la saison et ma lune de miel, etc. Donc, ça tombait mal à ce niveau-là. Mais je tiens à vous rassurer, l'émission MLC Phare avec Ledge, l'émission conventionnelle, sera de retour pour un spécial deadline, assurément. On a d'ailleurs bien hâte de le faire. Mais en ce magnifique samedi pluvieux du 22 octobre, euh, j'ai regardé un peu de classement ce matin, puis je me suis dit que j'aimerais ça un peu parler de vous, de ce qui se passe un peu dans la saison, quand même donner une petite mise à jour, et également un sujet du jour auquel je réfléchis personnellement depuis une semaine, et je pense que c'est un sujet qui a été sur le forum, et l'objectif ici n'est pas d'alimenter ici une chicane, mais plutôt une réflexion par rapport aux équipes. Alors j'y reviendrai un peu plus tard. Si on regarde le classement cette année, honnêtement, après seulement 18-17 parties environ jouées, donc un cinquième de la saison, on pourrait dire que le simulateur fait bien ses choses. On critique souvent le simulateur pour l'absence de sens, si je peux le dire ainsi. Mais à ce niveau-là, lorsqu'on regarde le classement, lorsque je regarde les leaders de division, par exemple, Tampa Bay pour l'Atlantique, Washington pour la métropolitaine, Winnipeg pour la centrale et Edmonton pour la Pacifique. Je pense pas nécessairement qu'il y a une grande surprise pour ces quatre équipes-là. Quand on pense à Edmonton qui a été cherché Alexander Ovechkin cette année, c'est vraiment... je ne veux pas dire que c'est nécessairement l'année des Oilers, parce que ça peut être l'année de plusieurs équipes, mais disons qu'Edmonton, depuis 2-3 ans, met le paquet. Et là, cette année, c'est plus fort que jamais. L'équipe... depuis le début de la saison, je pense, n'a toujours pas perdu à domicile, là, à moins d'une erreur. Franchement, ces quatre équipes-là, on est un peu habitué de les voir au sommet. Remarquez que Washington, non, pour être franc. On est plutôt habitué de penser qu'ils devraient être au sommet. Mais après 17 matchs, on va se croiser les doigts, à tout le moins pour moi et Ledge, que tout va rester de cette manière-là. Alors, Tampa Bay, Washington, Winnipeg, Edmonton. Mais lorsqu'on regarde les séries dans l'Est, on a Tampa Bay, Toronto, Montréal, Washington, les Rangers, les Hurricanes, les Panthers et les Islanders. Il y a un peu de surprise là-dedans. Je pense que la plus grande surprise, c'est un peu de voir les Rangers où ils sont au classement actuel. Non que l'équipe n'a pas un bel avenir, mais le DG lui-même le dit. Sylvain affirme que bon, l'objectif pour lui, c'est plutôt d'ici 2 à 3 ans et d'avoir le plaisir de voir ces prospects. Bon, ces prospects n'ont pas été repêchés par les Rangers, mais quand même, ont été acquis par les Rangers. Et ce sera une belle équipe à suivre. Mais pour l'instant, j'avoue, je ne pense pas voir les Rangers d'ici là, d'ici la fin de la saison. On a les Panthers, auxquels, désolé Donnet, on n'est pas vraiment habitué de voir là après 17 matchs. L'année passée, la même chose s'est passée pour eux, c'est-à-dire que on avait un très beau début de saison, mais ça s'était fini, disons, médium saignant, comme dirait l'autre. On va voir si ça va se poursuivre sur cette belle lancée-là. C'est sûr qu'en ayant un Brendan Olby comme gardien, le mieux coté de la ligue, ça aide toujours. Lorsqu'on regarde les statistiques de Olby, il est quand même excessivement bien fait avec un 923 et un 2.10 derrière une défensive qui est la faiblesse des Panthers. Donc, quand on regarde le défenseur numéro 1, c'est Dougie Hamilton. Mais après ça, on a des Amius, des Brian Campbell, des Georges, des Connaughton, Miller, One Michael Lance. C'est une équipe qui défensivement, sans dire se cherche, se doit s'améliorer. Mais bon, je ne ferai pas le tour des Panthers aujourd'hui. J'en parle déjà assez souvent avec M. Daunet, quand même sur une base pratiquement hebdomadaire. Donc, lorsqu'on regarde le classement, pour moi, dans l'Est, les équipes vraiment qui... Je ne m'attends pas à voir cette équipe-là en série. Ce sont les Rangers. Et dans une moindre mesure, les Islanders sont toujours en série, mais rien de sûr dans leur cas. Ils pourraient être en série, comme ils pourraient également sortir.
Les Flyers se doivent d'être en série. Hein, on l'a vu avec les transactions qui ont été faites récemment. Yarmerson contre Hamonic et puis l'échange Faneuf avec Montréal. D'ailleurs, je pense que c'est un bel échange pour les deux équipes. C'est vrai que Faneuf indiscipliné, donc j'ai hâte de voir le résultat. Mais le prix n'était quand même pas exubérant là, pour Dion Phaneuf. Donc je pense que pour les deux équipes, vraiment, on a cherché une attitude aussi pour Montréal. Donc bien content de voir cet échange-là. C'est toujours intéressant un échange dans la même division, alors que les deux équipes, quand même, on ne sait pas, pourraient se battre pour une place en série, même s'ils ne sont pas dans la même, sont dans la même conférence, mais pas dans la même division. Et par la suite, on a Columbus On a beaucoup parlé d'Ottawa comme étant la surprise négative de l'Est cette année. Mais je pense que Columbus, avec 14 points en 15 matchs, un différentiel de -3, une équipe, mon Dieu, la plus jeune équipe de la Ligue et l'une des meilleures aussi, peut-être pas aussi forte qu'elle a déjà été en termes vétérans, mais ça reste une formation de premier plan. Donc je m'attends à voir Columbus monter. Je m'attends à voir le Philadelphie monter. Une certaine mesure, Ottawa également. Et les Devils pourraient surprendre aussi. Donc, je dirais que, somme toute, le classement après 17 matchs, ça a bien du bon sens dans l'Est. On a Détroit aussi qui est au bas là, avec 6 points en 18 matchs. Et un différentiel, moi, ce que je regarde le plus, c'est le différentiel de -36. Donc, c'est -2 par partie. Donc, on accorde 2 buts de plus par partie en moyenne. C'est énorme. Si on regarde par la suite la conférence de l'Ouest, encore là, vraiment pas, à vrai dire. Il y a une seule surprise dans la conférence de l'Ouest et j'ai l'impression que c'est une surprise qui est récurrente. C'est de voir les Kings qui sont deuxièmes dans la Pacifique, surtout qu'on annonce une reconstruction. Alors, si on regarde, du côté de la centrale, on a Winnipeg, Minnesota et Chicago. Chicago, cette année, Lewis a tout donné pour aller chercher des vétérans, donc ça appelait le bon sens qu'il soit là en série. Edmonton, LA, bon, on l'a dit, l'incognito un peu. Calgary, de son côté, c'est un classique. San Jose et Dallas comme étant le wildcard. Ensuite, on regarde la conférence, les équipes qui ne sont pas en série présentement. Vancouver, qui tente de compétitionner cette année, j'ai hâte, 5 victoires consécutives. Il y a vraiment, on s'était texté il y a environ une semaine et demie, je pense, moi et Martin, pour le début de la saison, il me disait qu'il était tellement déçu. Mais là, je regarde 5 victoires d'affilée. Donc, on est de retour avec seulement, on est à 1 point de se qualifier en série actuellement. Les Blues, avec un nouveau directeur général, très intéressant à suivre. On sait, Jeff Carter est sur le marché. Bon, ça a fait un peu de... Il y a eu une grosse discussion par rapport à ça, mais moi, franchement, je dis chapeau du nouveau directeur des Blues parce que oui, trop demandé, disons que c'est pas très bien perçu, mais en même temps, si on se fait avoir à son premier échange, là, la Ligue va critiquer énormément. Donc, Simon, félicitations pour ton entrée. C'est sûr, j'imagine que c'est une adaptation. Le temps va venir que l'échange, on va trouver le juste milieu, mais j'aime mieux quelqu'un qui commence plus haut que plus bas. Ça, c'est clair. Les Ducks d'Anaheim, également une autre surprise quand même très intéressante. C'est une équipe qui est au bas du classement, une équipe qui a été critiquée un peu pour son manque de participation dans le passé, mais c'est un DG, Patrick, qui est quand même toujours présent sur le forum et qui, là, on le voit avec son Jack Eichel. Et d'une certaine manière, je suis un peu content que Phil Kessel est là et pourtant, j'ai longtemps critiqué le fait que Kessel n'était pas échangé. Mais je trouve ça le fun d'avoir une équipe, bâtir son équipe, avoir un vétéran comme ça, connaître un bon début de saison. Vraiment, le futur pour les Ducks est très beau, ça c'est clair. Et je suis bien content de les voir compétitifs dès cette année, mais ce n'est qu'un début de saison, bien évidemment. On a l'Avalanche Colorado aussi avec un nouveau directeur gérant. Je parlais de Saint-Louis, on a souvent dit Colorado et Saint-Louis, les deux équipes maudites. Moi, je pense que là, on a trouvé nos deux DG. Seul le temps va nous dire, mais on voit aussi une participation très intéressante du côté de Colorado. Donc, moi, je suis tellement heureux de voir ces deux équipes-là. Si on peut avoir deux équipes plus fortes de cette manière-là en participation, la Ligue va être déjà en excellente santé, mais va être dans la meilleure santé qu'elle n'aura jamais connue. Et ensuite, on a l'Arizona, qui est encore là, Mick, on était actif du côté des échanges. Je pense qu'on réalise vraiment que c'est une reconstruction qu'on doit faire. Et puis, on a également un rehaussement de participation de la part de Mick. Donc, tant mieux, c'est ce qu'on veut voir. Une équipe, moi, que je trouve intéressante, Arizona. C'est pas une équipe qui a nécessairement le gros prospect en tant que tel, mais j'aime beaucoup quand même la panoplie de joueurs qu'on voit, des jeunes joueurs et des vétérans qui, je pense, vont être intéressants sur le marché des transactions. Pour moi, le vétéran qui risque de partir d'ici la fin de l'année, c'est Jake Muzzin.
Et je pense que dans son cas, le défenseur est possiblement l'une des cibles les plus convoitées de la Ligue d'ici la fin de l'année, tout simplement parce que à 27 ans, il a des très belles cotes et également un contrat de 1 million de dollars pour 3 ans encore. Donc, pour une équipe qui veut la coupe, on va chercher un défenseur dans son prime, 27 ans. Non, c'est pas un défenseur numéro 1 élite, mais est-ce que c'est un bon numéro 2? Je pense honnêtement que oui. C'est un excellent numéro 2, Jake Muzzin. C'est sûr qu'on a toujours cette image-là que pour être un numéro 2, il faut s'appeler, je sais pas, là, Victor Edmond. J'exagère un peu, là, mais souvent dans les ligues simulées, on pense qu'un défenseur numéro 2 doit faire 58 points et jouer 3 minutes en piqué. C'est pas nécessairement le cas. Mais dans le cas de Muzzin, je pense qu'il accomplit la tâche et j'ai bien hâte de voir s'il sera toujours un Yost parce que du côté de l'Arizona, on peut le garder pour notre reconstruction, parce qu'il sera encore jeune lors du retour des Yotes en force, mais on peut également obtenir une rançon très intéressante. Donc, vraiment, c'est à suivre du côté de l'Arizona. Et on termine avec, écoute, la surprise de l'année, et ça de manière négative, les Prédateurs de Nashville, qui au moins, on leur a mis Martin, des Sénateurs d'Ottawa, pour discuter. Mais maintenant, Martin, ça va mieux. 14 points en 17 matchs, alors que c'est seulement 8 points en 16 matchs pour les Preds. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile à ce niveau-là. Je souhaite à Frank tout le succès pour rebondir, d'autant plus qu'il a donné son choix de première ronde. Et je pense que le début de saison de Frank, on va voir si ça va se poursuivre, ce mauvais début-là. Mais chose certaine, si Nashville repêche dans le top 5 comme ça, on risque d'assister à un non-échange de choix de première ronde désormais. Parce que Nashville a une équipe pour faire les séries cette année, c'est clair. On a été chercher Rick Nash, on a été chercher Joe Pavelski. Donc on a donné du mordant à l'équipe. Et malgré tout ça, ça ne fonctionne pas. On a un excellent gardien, en tout cas Rask, même si, bon, LNH, ça va un peu moins bien. Mais il reste encore très bien coté dans la Money League. Donc, Frank, écoute, accroche-toi, on est avec toi, on te souhaite vraiment une remontée, mais pour l'instant, écoute, on sympathise. Donc ça, c'est un peu le résumé de la saison. Je pense pas vous avoir appris grande surprise, mais je trouve ça toujours intéressant de faire le résumé tout de même. Mais le sujet que je voulais amener aujourd'hui, moi j'y pensais tout simplement parce que bon, j'ai eu une expansion il y a 8 ans avec le Wild et là, l'année prochaine, on sait, Vegas s'en vient. Et je me demandais par rapport à tout cet aspect des compétitifs. C'est-à-dire que, on va être honnête, comparativement dans la LNH où un directeur gérant est nommé, il se doit d'avoir quand même une équipe qui est intéressante pour ses partisans. Bon, là, certains vont me dire, bon, je vois pas tellement comment Buffalo est intéressant il y a 2 ans, 3 ans, lorsqu'il tentait d'avoir Connor McDavid. Ils auront raison, effectivement, il n'y avait pas des gros éléments dans cette équipe-là, mais tout de même, l'important, c'est, pour le propriétaire, c'est de tenir les fans en haleine, de vendre des billets. Alors que dans la Money League, c'est virtuel, on s'entend, donc le côté vente de billets, le côté marketing, le côté attachement à nos partisans, nos partisans, c'est nous-mêmes, hein, on s'entend, on est nous-mêmes nos plus grands partisans. Donc, c'est vraiment pas la même réalité, ce qui fait en sorte qu'une équipe qui veut rebâtir, c'est sûr que le chemin le plus direct, c'est de perdre le plus de matchs possible pour avoir le premier choix total. Évidemment, la loterie, je trouve ça hyper intéressant à ce niveau-là, la loterie maintenant, c'est-à-dire que on peut terminer 12e. On l'a vu avec Joe Girard, qui a terminé dernier, le mieux placé hors série, ou ça dépend comment vous voyez ça, là, mais comme étant l'équipe la plus forte hors des séries, et il a gagné la loterie Austin Matthews. Donc un peu n'importe qui peut gagner, mais il faut quand même avouer que les statistiques et les probabilités sont du côté de l'équipe qui termine dernière, ou à tout le moins les dernières équipes. Donc, pour les DG qui ont des équipes fortes, c'est sûr que c'est plus dur de se mettre en contexte. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes au sommet, mais la question, je la pose à la Ligue entière. C'est-à-dire, si vous avez une équipe qui est en reconstruction, disons que vous êtes le nouveau DG des Blues de Saint-Louis, hein, Simon, qu'on a parlé de lui, ou vous êtes le nouveau DG de l'Avalanche Colorado. Vous arrivez avec l'équipe. Est-ce que vous pensez que c'est bien de garder un Jeff Carter ou un Eric Staal ou à tout le moins un de ces deux-là avec un Fleury devant le filet et puis de tenter de rebâtir, mais quand même de toujours désirer de gagner ses parties? Donc, on sait très bien, exemple, Simon est conscient avec Saint-Louis, il pourrait faire les séries, mais bon, l'objectif c'est de mieux faire possible et non de terminer plus bas au classement.
Donc, c'est là ma question. Est-ce que c'est plus intéressant pour un DG de toujours tenter de gagner le plus de matchs possible, même si, par exemple, une équipe a un potentiel de faire 70 points de classement, mais là, le DG se dit, j'aimerais en faire 75 cette année, parce que oui, mon potentiel est à 70, mais je veux un peu tirer la sauce et faire le maximum, tirer le maximum un peu de son inventaire. Ou encore, c'est mieux de faire un peu, de vouloir terminer dernier pour avoir un McDavid, pour avoir un Jack Eichel, pour avoir un Laney, ce genre de joueur-là qui change une franchise très assurément. Alors, j'aimerais que les équipes qui ont des très bonnes équipes se mettent un peu dans le contexte, parce que c'est un peu comme quelqu'un qui gagne 300 000 par année, puis qu'on lui dit j'aimerais que vous pensiez aux gens sur l'aide sociale. C'est plus difficile, disons, là, à imaginer le contexte de ces gens-là. Et là, je ne suis pas en train de dire que les derniers DG de la Ligue sont sur l'aide sociale, non loin de là, mais tout simplement dire, c'est sûr que c'est une réalité qui est autre. Alors, quand ton meilleur joueur est Eric Staal, est-ce que tu le conserves ou tu dis non? Je vais l'échanger, Eric Staal, parce que je veux terminer dernier pendant 3 ans. Comme ça, je vais avoir 3 nouveaux jeunes Eric Staal, futur Eric Staal. Donc, c'est la vision. On a souvent critiqué les DG qui terminent dernier. Moi, personnellement, je l'ai fait terminer dernier. J'ai fait exprès. Et j'avais appelé cette saison-là la misère annoncée. Et ça a été une expérience. Bon, j'ai perdu la loterie, on s'en rappellera un peu tous. Mais malgré avoir perdu la loterie, moi, j'ai ressenti un certain vide au fond en disant il n'y a pas eu de plaisir à vouloir terminer dernier. Moi et Edmonton à l'époque avec Dave, on s'amusait à finir dans les bas-fonds. Donc c'était une compétition de médiocrité. Alors, ça c'est mon point de vue. Mais j'aimerais entendre vos points de vue et s'il vous plaît, ne soyez pas gênés. Vous avez une opinion différente et justement, on veut entendre ça, on veut connaître votre point de vue particulièrement à ce sujet-là. Donc, voilà un résumé, les gars. L'émission, c'est une courte émission quand même, une émission de 16 ou 17 minutes. C'est pas un MLC fort d'1 heure et demie. Je vous promets qu'on va être en force. D'ailleurs, soit dit en passant, pour les DG qui auraient oublié la loterie cette année, nous allons la suivre selon la loterie LNH, c'est-à-dire que, exemple, si Détroit termine dernier dans la Money League et que dans la LNH, c'est, on va dire, Buffalo qui termine dernier, alors Détroit sera associé à Buffalo. Et si Buffalo emporte dans la LNH la loterie, alors Détroit remportera la loterie dans la LNH, ce qui va faire en sorte vraiment qu'on va pouvoir écouter l'émission de la LNH avec encore beaucoup plus d'intérêt qu'auparavant. Non qu'il n'y en avait pas auparavant, mais là, ça va rendre les choses ultra intéressantes. Et pour les curieux, pour Las Vegas, pour l'expansion, ça va être le même principe, c'est-à-dire que cette année, ça va être la seule année, en tout cas, disons assurément, que la loterie Vegas sera Vegas dans la Money League, tout simplement parce que dans les deux cas, les équipes n'auront joué aucune partie cette année. Donc voilà les gars, soyez pas gênés, vous pouvez me donner vos commentaires. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous et je vous souhaite un excellent week-end.